Bonjour à tous et bienvenue dans Combat Actu, heureuse de vous retrouver pour décrypter l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Au sommaire de cette édition, l'Union africaine propulse la candidature de Macky Sall au secrétaire général de l'ONU. Entre prestige international et dossier judiciaire à Dakar, la candidature divise. Coup de pression ou rupture, Ousmane Sonko se dit prêt à quitter le gouvernement si la vision du président Bassirou Diomaye Faye venait à diverger. Air Sénégal déploie ses ailes à la prison pour femmes de Rufisque. Un geste humanitaire fort en ce mois de mars entre Ramadan et Carême. De la succession sous tension en Iran au rapatriement massif des réfugiés en Tanzanie, sans oublier l'alerte d'Amnesty sur les crimes de guerre en Éthiopie. Voilà pour les titres, tout de suite au développement. Direction New York où l'Afrique avance ses pions sur l'échiquier mondial. Ce lundi 2 mars, le Burundi, au nom de l'Union africaine, a officiellement déposé la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Un pari stratégique pour le continent malgré les controverses et les défis judiciaires qui attendent l'ancien président au Sénégal. Macky Sall à la tête de l'ONU vers une consécration diplomatique entre soutien de l'Union africaine et division de la classe politique à Dakar. Analyse d'une candidature qui secoue la scène internationale. L'ancien président sénégalais Macky Sall est en course pour le poste de secrétaire général de l'ONU. L'annonce a été faite lundi par un porte-parole de l'institution, indiquant que l'ex-chef de l'État a été désigné par la République du Burundi comme candidat au poste le plus prestigieux des Nations Unies. Le Burundi dirige à ce jour l'Union africaine, ce qui en fait un soutien important pour Macky Sall à la recherche d'une approche continentale à sa candidature. L'homme a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024 et le gouvernement actuel l'accuse d'avoir dissimulé des données économiques défavorables. Le processus de sélection du prochain secrétaire général des Nations Unies, dont le mandat débutera le 1er janvier 2027, a été lancé en novembre dernier. Chaque candidat potentiel doit être officiellement désigné par un État ou un groupe d'États, mais pas nécessairement son pays d'origine. Deux autres prétendants sont confirmés. Il s'agit de l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet et l'Argentin Rafael Grossi, actuel directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. La candidature de l'ancienne vice-présidente du Costa Rica, Rebecca Greenspan, reste encore à officialiser. Prise au sommet de l'État sénégalais, c'est un pavé dans la mare qui secoue l'exécutif sénégalais. Ousmane Sonko se dit prêt à la rupture. Le Premier ministre a déclaré qu'il n'hésitera pas à retirer son parti du gouvernement et à retourner dans l'opposition si le président Bassirou Diomaye Faye s'écarte de leur vision commune. Entre les tensions universitaires persistantes et des négociations éprouvantes avec le FMI, le duo au pouvoir vacille, simple coup de pression ou divorce imminent au sein de PASTEF, analyse sur les rumeurs de lutte de pouvoir qui agitent désormais le sommet de l'État. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est déclaré prêt à retirer son parti du gouvernement et à revenir dans l'opposition si le président Bassirou Diomaye Faye s'écarte de sa vision. Depuis les violences dans les universités et les longues négociations avec le Fonds monétaire international, les tensions sont vives et les rumeurs font état d'une lutte de pouvoir entre les deux collègues du parti au pouvoir, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le Fonds monétaire international a gelé un programme de 1,8 milliard de dollars en 2024 après que le gouvernement de Sonko a découvert des dettes mal déclarées par l'administration précédente. Interrogé par un partisan sur la relation entre les deux hommes, le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré que le débat serait sans objet si le président était aligné sur son parti. Sonko était un opposant populaire sous le gouvernement précédent. Il a été empêché de se présenter à l'élection présidentielle de 2024 en raison d'une condamnation judiciaire. Il a donc choisi Bassirou Diomaye Faye, un collaborateur de longue date et membre du PASTEF peu connu, comme candidat de remplacement. Si Bassirou Diomaye Faye a ensuite nommé Sonko au poste de Premier ministre, des signes de dissension ont commencé à apparaître entre les deux hommes. C'est un geste de solidarité qui s'inscrit dans un calendrier symbolique
En ce mois de mars dédié aux droits des femmes et en pleine communion du Ramadan et du Carême, la compagnie nationale Air Sénégal s'est rendue à la maison d'arrêt pour femmes de Rufisque. Kits d'hygiène et denrées alimentaires, un don concret pour soulager le quotidien carcéral. Au nom de la direction, l'hôtesse de l'air Fatoumata Sall a porté un message de dignité, rappelant que personne ne doit être oublié, solidarité et réinsertion quand le pavillon national déploie ses ailes pour soutenir la résilience et l'espoir des femmes détenues. Retour sur cette visite empreinte d'humanité. De la direction générale d'Air Sénégal et de l'ensemble des femmes de notre compagnie, nous tenions à être parmi vous aujourd'hui, en cette période de mars dédiée aux droits de la femme et sous le signe de la spiritualité du Ramadan et du Carême. Nous ne pouvions concevoir notre mission de solidarité sans venir à votre rencontre. Nous savons que les murs peuvent isoler, mais ils ne doivent jamais effacer l'identité ni l'espoir. Une erreur ou un accident de parcours ne définit pas une vie entière. Nous sommes ici non pas pour juger, mais pour vous dire que vous faites partie de notre communauté. Chaque femme, où qu'elle soit, porte en elle une force et une dignité que rien ne peut lui enlever. Air Sénégal se veut le trait d'union entre la société et vous. Vous n'êtes pas oubliés. Que ce moment de partage vous apporte un peu de chaleur et de force. À vous, nous voulons dire, votre courage est immense. L'enfance est sacrée et aucun mur ne doit empêcher un enfant de rêver ou de se sentir aimé. En tant que femme d'Air Sénégal, mais surtout en tant que sœur et mère, nous avons le cœur à protéger ce lien précieux. Nous ne sommes pas venus les mains vides car la solidarité du Ramadan et du Carême est une action de solidarité. Nous avons apporté avec nous des kits d'hygiène, c'est-à-dire des serviettes hygiéniques, etc. Ces dons ne sont que symboles, mais ils portent en eux toute notre affection et notre respect. Ils sont le témoignage qu'Air Sénégal, votre compagnie nationale, ne vous oublie pas. Chères sœurs, gardez la tête haute. Le ciel finit toujours par s'éclaircir. Nous formons le vœu que ce moment de partage vous apporte la force nécessaire pour préparer votre réinsertion et retrouver demain la place qui est le vôtre au sein de vos familles et de votre nation. C'est avec beaucoup d'émotion que nous procéderons maintenant à la remise de dons. Merci de nous avoir ouvert votre porte. Oui, notre présence est... pourquoi? Parce que déjà c'est le mois de mars et nous sommes dans un élan de solidarité. Comme ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, Air Sénégal ne se résume pas seulement à l'aviation. Il y a aussi le côté social qui est là. Donc on est en train pour le moment de toucher déjà les couches vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les femmes détenues, les femmes en gros, et sinon aussi les orphelins. Donc c'est ça notre élan de solidarité pour les aider. Donc on a commencé par des kits d'hygiène, par des denrées alimentaires. Et on va voir, en fonction de leurs besoins, on va s'adapter pour les années qui vont venir, Inch'Allah. C'est un rendez-vous désormais incontournable pour la qualité de nos diplômes. Ce jeudi 5 mars, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Daouda Ngom, a présidé la 2e édition de la réunion annuelle avec les établissements privés du Sénégal. L'objectif est clair, renforcer la concertation pour une meilleure gouvernance du secteur. Pour le professeur Benoît Tine, directeur de l'enseignement supérieur privé, cette rencontre est le levier essentiel pour harmoniser les standards et garantir l'excellence académique sur l'ensemble du territoire. Partenariat public-privé, quel avenir pour nos étudiants? Lumière sur les enjeux de cette concertation au sommet. Nous avons organisé cette activité pour poursuivre un objectif général, qui est de continuer le travail d'assainissement de l'écosystème de l'enseignement supérieur privé du Sénégal. Parce que nous voulons redorer le blason de l'enseignement supérieur privé, faire en sorte que cet enseignement supérieur privé devienne un hub au niveau de l'Afrique francophone, voire au-delà. Et véritablement, cela passe par des rencontres. Et parce qu'il y a du bon, il y a de l'excellent. Parce que nous avons beaucoup d'établissements qui sont notre fierté aujourd'hui au niveau national comme international, qui sont une fierté, une chance pour le Sénégal en termes d'employabilité, en termes d'entrepreneuriat, en termes de formation du capital humain, tel que le suggère la vision Sénégal 2050, mais également un exemple en termes donc, de formation qui sont en phase avec le monde d'aujourd'hui. Mais malheureusement, comme dans toute famille, il y a des brebis galeuses. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est parfois un mur de lamentation pour tous ces jeunes qui viennent
pour des diplômes qui ne seront pas reconnus ou qui ne seront pas signés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous voulons déroger à cela, nous voulons que cela ne se représente plus. Et pour atteindre cet objectif général, nous nous sommes fixés 3 objectifs spécifiques, c'est-à-dire le rappel de la réglementation. Ils le savent déjà, les établissements privés, mais comme on dit, la répétition elle est pédagogique. Donc on rappelle la réglementation, notamment le décret 2018-850 portant statut des établissements privés d'enseignement supérieur, mais également un cadre inclusif de dialogue que nous voulons instaurer. C'est le deuxième objectif spécifique que nous voulons atteindre. Comme dans la tradition africaine, quand on est une famille, il est normal qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse se rencontrer de temps à autre, à l'arbre à palabre, pour non seulement régler les difficultés, régler les problèmes, mais également anticiper sur les difficultés, anticiper sur les éventuels cas déviants, les cas délinquants, voire les cas criminels. Donc ça, c'est le deuxième objectif spécifique. Et le troisième objectif spécifique, à la sortie de cette journée, nous aurons une feuille de route qu'un comité de pilotage tripartite va donc mettre en œuvre pour véritablement poursuivre des objectifs pour arriver à cet objectif général qui est d'assainir l'écosystème de l'enseignement supérieur privé au Sénégal. Cap sur le mondial 2026, à quelques mois du coup d'envoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le président de la NPS, Abdoulaye Thiam, a tenu à clarifier les règles du jeu pour la presse sénégalaise, oublier les inscriptions directes sur la plateforme de la FIFA. Ici, c'est l'instance mondiale qui dicte sa loi avec des quotas stricts. Pour le Sénégal, le verdict est tombé, 45 précieux sésames seulement, dont 35 pour la presse écrite et 10 pour les photographes. Comment seront choisis les heureux élus? Les codes seront transmis à la fédération avant d'être dispatchés par la NPS. Une procédure rigoureuse déjà testée en 2018 et 2022 pour garantir une couverture optimale de nos lions. Nous vous avons conviés, comme à l'accoutumée, à chaque fois qu'il y a une compétition d'envergure continentale, zonale ou mondiale, pour qu'on puisse discuter particulièrement. Là, il s'agit d'une Coupe du Monde. Comme vous le savez, la Coupe du Monde, elle est un peu différente de la CAN. Ce n'est pas seulement en termes de représentation, mais c'est plutôt pour les accréditations. Les accréditations de la Coupe du Monde, ce ne sont pas les journalistes qui vont aller directement sur les plateformes de la FIFA pour pouvoir s'accréditer, mais c'est plutôt la FIFA qui détermine des quotas sur les 211 associations qui la composent. Et cette année-ci encore, la FIFA a accordé au Sénégal, à la presse sportive sénégalaise, 35 accréditations pour la presse écrite, je répète, presse écrite, 10 accréditations pour les photographes, ce qui fait un total de 45 codes. Nous travaillons en parfaite intelligence avec la Fédération sénégalaise de football, particulièrement mon ami Bakary Cissé, qui est le président de la commission communication. Donc les codes vont être envoyés directement à Bakary, qui est présentement aux États-Unis, et après ils vont transférer à l'ANPS pour qu'on procède à un dispatching. Nous l'avions déjà fait en 2018 en Russie. Nous l'avons fait en 2022 au Qatar. C'est le même process que l'ANPS a encore utilisé pour pouvoir procéder à la distribution des codes. Passons à l'actualité internationale. En Iran, la succession d'Ali Khamenei est sur toutes les lèvres. Un nom revient avec insistance, Mojtaba Khamenei, le fils de l'ex-guide suprême soutenu par la puissance armée des gardiens de la révolution, semble plus que jamais favori pour reprendre les rênes du pays. Sur le continent, la Tanzanie accélère le pas. D'ici juin, plus de 100 000 réfugiés burundais seront rapatriés dans leur pays, un retour massif qui s'inscrit dans un accord bilatéral entre les deux États voisins. Enfin, l'horreur en Éthiopie. Dans un rapport accablant publié ce vendredi, Amnesty International dénonce des crimes atroces en région Oromia entre 2020 et 2024. L'armée de libération Oromo se serait rendue coupable d'exécutions sommaires et de viols de masse, des crimes de guerre qui attendent toujours justice. Alors que l'Iran doit désigner le successeur d'Ali Khamenei, le nom de son fils, Mojtaba Khamenei, revient avec insistance. Il est présenté comme proche des gardiens de la révolution islamique,
la force paramilitaire du pays. Parmi les candidats au poste de prochain guide suprême de l'Iran, il y en a un qui se démarque, Mojtaba Khamenei. Il est l'un des fils du guide suprême assassiné, l'ayatollah Ali Khamenei. Il a vu à la fois son père et son épouse tués lors de la frappe aérienne israélienne initiale samedi, qui a déclenché la guerre régionale à laquelle nous assistons aujourd'hui, impliquant l'Iran, Israël, les Américains et les pays arabes du Golfe. Mojtaba Khamenei est une figure plutôt discrète. Il est très peu connu du grand public. Il existe peu de photos ou de vidéos de lui. Mais on pense qu'il est très proche des gardiens de la révolution islamique, la force paramilitaire iranienne. Il était considéré comme une sorte de gardien d'accès, quelqu'un qui gérait le bureau de son père. Mojtaba Khamenei a été sanctionné en 2019 par les États-Unis, accusé d'avoir contribué à promouvoir les ambitions régionales déstabilisatrices de son père et ses objectifs répressifs à l'intérieur du pays. Il existe des inquiétudes car les analystes estiment que Mojtaba Khamenei est en réalité beaucoup plus radical que son père. Il prend la tête de l'Iran alors que le pays fait face à cette guerre et qu'il dispose d'un stock d'uranium hautement enrichi pouvant potentiellement servir à fabriquer une arme atomique. Son père affirmait toujours que l'Iran ne cherchait pas à se doter d'une telle arme, mais en tant que guide suprême, Mojtaba Khamenei pourrait émettre sa propre fatwa, c'est-à-dire une décision religieuse qui pourrait éventuellement l'autoriser à le faire. L'organe chargé de choisir le prochain dirigeant s'appelle l'Assemblée des experts. C'est un conseil composé de 88 religieux. Les Israéliens ont déjà bombardé un bâtiment lié à ce conseil, mais cela montre l'attention qu'Israël porte à la question de savoir qui sera le prochain dirigeant. Le ministre israélien de la Défense a déclaré aujourd'hui que la personne choisie serait une cible pour une élimination par Israël. Mais Mojtaba Khamenei figure parmi les principaux candidats alors même que la guerre se poursuit et que de nombreuses questions demeurent sur l'avenir de l'Iran. Depuis la Révolution, il n'y a eu qu'un seul transfert de pouvoir au poste de guide suprême après la mort de Rouhollah Khomeini, chef de la Révolution et dirigeant du pays pendant la guerre Iran-Irak. La Tanzanie accélère le rapatriement des réfugiés burundais présents sur son territoire. Selon les autorités du Burundi, plus de 100 000 personnes devraient être renvoyées dans leur pays d'ici juin, dans le cadre d'un accord conclu entre les deux États. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 142 000 Burundais vivaient encore fin 2025 dans les camps de Nduta et Nyarugusu. Ces personnes avaient fui des années de conflits, de répression politique et de difficultés économiques. Mais plusieurs réfugiés affirment être contraints de quitter les camps. Ils évoquent la destruction de leurs habitations et de certaines infrastructures, notamment des églises, ainsi que la fermeture d'écoles et de centres de santé. Des témoignages font également état d'opérations menées sous la supervision des forces de sécurité tanzaniennes. Le HCR dit avoir exprimé sa profonde inquiétude face aux mesures prises dans les camps, estimant qu'elles exercent une forte pression sur les réfugiés pour qu'ils s'inscrivent au programme de retour. Depuis le début de l'année, environ 28 000 personnes ont déjà regagné le Burundi. En Éthiopie, Amnesty International accuse des combattants rebelles d'avoir commis de graves violences contre des civils dans la région d'Oromia. Dans un rapport publié ce vendredi, l'organisation de défense des droits humains affirme que des membres de l'armée de libération Oromo ont perpétré entre 2020 et 2024 des exécutions sommaires, des viols collectifs et des actes d'esclavage sexuel visant des femmes et des jeunes filles, parfois mineures. L'ONG dit avoir recueilli les témoignages de 10 survivantes dans 2 districts de cette vaste région, la plus peuplée d'Éthiopie. 7 d'entre elles étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits. Certaines victimes disent avoir été détenues pendant plusieurs semaines et agressées à répétition. 5 femmes auraient été maintenues en esclavage sexuel et 2 seraient tombées enceintes à la suite des viols. La région d'Oromia est le théâtre depuis plusieurs années d'affrontements entre l'armée fédérale et l'armée de libération Oromo. Un conflit qui s'inscrit dans un contexte plus large d'instabilité en Éthiopie, encore marqué par la guerre meurtrière du Tigré et par d'autres violences armées dans plusieurs régions. C'est ici que s'achève ce numéro de Combat Actu. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et d'ici là, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Time for Africa TV sur YouTube et de retrouver toute l'actualité dans notre magazine en ligne timeforafrica-mag.com.